de vous avoir à l'émission Haïti Débat cet après-midi. Merci, bonsoir et très content de pouvoir participer avec vous à cette émission de Scoop FM en Haïti. Voilà. Alors, André Grimblat, qui est ce personnage, André Grimblat? Merci. André Grimblat, il est docteur en sciences de la communication de l'université de Paris-Sorbonne. Je suis moi-même donc citoyen français et à l'heure actuelle, je me trouve au Chili où j'ai quelques activités et je viens souvent au Chili et aussi la plupart de mon temps, je la passe en France, près de la ville de Bordeaux. Bien, et je suis aussi directeur de recherche en sciences de la communication à la même université, l'université Paris-Sorbonne, et je suis le président d'une petite société qui agit en tant qu'agence de presse internationale qui s'appelle Scanner International SPA. Voilà rapidement pour me présenter. Et je suis donc le conseiller et la personne chargée des analyses internationales à la Fondation des droits humains sans frontières qui existe au Chili, mais c'est une fondation qui existe dans tous les pays hispanophones et qui est dirigée par la fondation du juge Balthazar Garzón en Espagne, à Madrid. Et écoutez, donc, ces derniers temps, nous avons remarqué que la fondation Droits humains sans frontières a mené une enquête qui porte sur les sanctions en tout cas international, donc contre certaines personnalités haïtiennes, des personnalités donc faisant partie du secteur privé des affaires, des personnalités politiques, des anciens officiels. Mais écoutez, quelle a été ou quelles ont été la motivation de la fondation DHSF, Droits humains sans frontières, donc dans le cadre de la conduite de cette enquête, M. André Grimblat? Bon, il est bien évident que cette affaire a provoqué une remontée d'informations autour du monde parce qu'on est quand même devant une première. Nous, à la Fondation, on est intéressés, notre leitmotiv, notre fonctionnement, c'est les droits humains. Nous n'avons pas de position ni vis-à-vis d'un pays, ni vis-à-vis d'un parti, c'est les droits humains. Cette fondation est agréée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits humains. On est agréé depuis longtemps et on accomplit notre mission lorsque nous-mêmes, en tant que fondation, on décide de mener une mission. Nous n'allons pas ni envoyer, ni appeler. C'est nous-mêmes, au niveau de notre conseil d'administration, qu'on décide de mener une enquête. Et c'est ainsi qu'on a amené des enquêtes, 5 déjà, dans la région du Sahara marocain, qui est avec des problèmes importants avec le Front Polisario. On a mené une enquête au Mali, à Tombouctou pour être plus précis, sur les groupes terroristes qui agissent dans cette zone, mais aussi on a mené des enquêtes au Chili, en Colombie, au Venezuela, au Nicaragua, etc. Et donc nous fixons nos enquêtes. C'est une décision de la Fondation parce qu'on a été très touché par une information ou des informations qui constituent une première dans le monde. D'une part, on n'avait pas vu des sanctions à des individus dans notre pays, puisque la décision est canadienne et les individus sanctionnés ne sont pas des citoyens canadiens. Deuxièmement,
on a vu pour la première fois une décision de pénalité qui est décidée par un gouvernement, donc par le pouvoir exécutif. Les pouvoirs exécutifs dans les pays démocratiques, dans les pays qui respectent les droits humains, ne sont pas prises ces décisions au niveau du gouvernement, mais au niveau de la justice. Et pour nous, comme partout dans le monde, la consigne, c'est tout être humain est innocent jusqu'à ce qu'on prouve sa culpabilité. Donc, un gouvernement ne peut pas prendre des sanctions ni contre ses propres citoyens au sujet, et encore moins contre des citoyens d'un autre pays. Donc, nous avons considéré, et aujourd'hui nous savons que nous avions raison, nous avons considéré que le Canada avait outrepassé ses fonctions internationales, puisque le Canada n'a été mandaté par aucun organisme pour prendre les sanctions qui ont été prises contre des personnes qui n'ont jamais été jugées, qui n'ont pas eu droit à développer une défense, qui n'ont pas été écoutées, des personnes qui ont tout simplement été sanctionnées par une puissance étrangère. Nous considérons que le Canada a outrepassé les droits non seulement des victimes, mais aussi de toute la population haïtienne, puisqu'il est impensable qu'un pays puisse pénaliser des citoyens d'un autre pays. Donc il faut considérer que c'est Haïti qui a été pénalisé et pas une quantité X ou Y des personnes. Et à partir de là, on a décidé donc de mener une enquête. Et on a contacté toutes les parties, donc on a contacté des victimes. Certaines victimes n'ont pas voulu participer avec nous, n'ont pas voulu nous recevoir. On a contacté aussi le gouvernement canadien qui a refusé de nous recevoir, alors qu'aujourd'hui, ils nous appellent, les représentants diplomatiques du Canada nous appellent 2 fois par jour pour qu'on aille les rencontrer. Aujourd'hui, au moment, ils n'ont pas voulu nous recevoir. On a contacté des organismes de droits humains en Haïti. On a contacté le chef de la police de Haïti, avec lequel on a eu un excellent entretien. D'ailleurs, j'avais appris qu'il avait fait ses études de police ici au Chili, ce qui a été très émouvant pour moi. Et on a contacté aussi des organismes officiels luttant pour le désarmement en Haïti. On a interviewé beaucoup de gens, on a écouté toutes les parties, sauf bien sûr le Canada qui n'a pas voulu nous recevoir en première instance, mais comme je vous dis, depuis 48 heures, le Canada nous a contactés et tient à nous rencontrer maintenant, puisque le rapport que nous avons établi, un rapport en 3 langues et plusieurs pages qui explique les violations des droits humains. Nous, on ne prend pas de position, on n'est pas un groupe politique, on n'est pas un pays, on est une ONG, une fondation qui est agréée par les Nations Unies, spécifiquement le haut-commissaire des Nations Unies, qu'on va rencontrer dans 15 jours à Buenos Aires, le haut-commissaire, Monsieur Volker Turk, parce qu'il veut s'entretenir personnellement avec nous dans le cadre d'une activité de droits humains de l'UNESCO, et il veut s'entretenir personnellement avec nous sur cette affaire. Maintenant, non seulement les Nations Unies veulent maintenant s'entretenir avec nous, mais aussi ils ont nommé une personne des Nations Unies pour que Madame Marie Isabel Salvador, qui va se rendre prochainement en Haïti, on a déjà pris contact au niveau de la fondation avec elle, puisqu'on la connaît, et elle est nommée par les Nations Unies pour se rendre en Haïti et lutter avec vous, appuyer avec vous
le désarmement, l'ordre public et prochainement le retour à un système absolument démocratique en Haïti suite à des élections. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous touche, c'est les droits humains. Et toute violation des droits humains, n'importe où dans le monde, oui, je vous écoute. Et notre question, vous avez dit que l'organisation a pris le soin de mener cette enquête. Ma question, est-ce que l'enquête n'a pas été commanditée? Ah non, on n'a jamais fait ça et c'est pas dans le cadre de nos activités. Un conseil d'administration de la fondation décide. Un conseil d'administration dans lequel il y a 2 avocats importants au niveau international, il y a des personnalités politiques de plusieurs pays, y compris le juge, il est très connu, le juge Balthazar Garçon d'Espagne, et on décide lorsqu'on est touché par une violation des droits humains, on décide de se rendre sur place, enquêter, faire un rapport, et présenter ces rapports auprès du haut-commissaire des Nations Unies. Le haut-commissaire a reçu le dossier, c'est son chef de cabinet qui l'a reçu personnellement, ce qui nous touche énormément parce que ça veut dire qu'au niveau du haut-commissariat, on est très bien considéré. Allô? Allô? Alors, voilà, il y a un petit souci de connexion. Voilà, il est là. On a eu un problème, ouais. Voilà. Et le dossier a été communiqué maintenant au Canada. Le Canada doit maintenant répondre au dossier. Il y a un délai et le Canada doit répondre aux accusations fournies dans le dossier que nous avons présenté. Et c'est sûrement pour ça qu'on a été contacté par le gouvernement canadien qui veut nous rencontrer. Ça se fera peut-être parce qu'ils font partie de l'enquête, mais on aurait aimé les rencontrer avant le rapport. Pas après, le rapport est signé, présenté, il n'y a aucun changement possible maintenant. Monsieur André Greenblatt, dans le cadre de la conduite de cette enquête menée sur les sanctionnés haïtiens, quelle a été la méthodologie utilisée par la Fondation? C'est une méthodologie assez simple. Nous avons premièrement contacté les organisations des droits humains en Haïti, notamment le réseau haïtien de droits humains. On a été à leur bureau, j'ai plus l'adresse en tête, mais c'était à Pétionville. On a été avec eux et bien sûr, comme c'est une organisation sœur à la nôtre, ils nous ont contactés avec les personnes qu'on voulait interviewer personnellement pour pouvoir constituer ces dossiers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que fondation de droits humains, notre but n'est pas de déterminer si les accusés, on va dire entre guillemets accusés, sont coupables ou pas des chefs d'accusation prononcés par le Canada. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils ont eu droit à une défense, s'ils ont été présentés devant un juge d'instruction, s'ils ont été écoutés par un jury ou un juge pertinent et compétent. Et ce qu'on a constaté, c'est-à-dire c'est un État qui signe un décret, d'ailleurs le décret est signé par le gouverneur de Canada, c'est un État qui signe un décret pénalisant des personnes dans notre pays, et quels que soient les motifs, croyez-moi, les motifs, on ne veut pas les connaître. Pour nous, c'était d'enquêter s'il y a eu violation des droits humains ou pas, et il y a eu violation des droits humains tel qu'on l'a prouvé au commissariat des droits humains des Nations Unies en demandant l'arrêt immédiat. On attend la réponse du Canada maintenant parce que les Nations Unies leur ont transmis notre dossier et ils doivent répondre, ils sont obligés de répondre. Et ceci étant dit,
de ces pénalités, une réparation pour ces pénalités qui ont violé les droits humains des personnes qui sont sur cette liste, et notre activité est là, et de prouver, et on l'a fait, qu'il y a eu une atteinte aux droits de l'homme ou aux droits humains. Et maintenant, le Haut-Commissariat, nous on rencontre le Haut-Commissaire bientôt dans 15 jours, mais de toute façon, le Haut-Commissariat attend la réponse canadienne. Mais la réponse canadienne, je vois maintenant que le Canada, suite au rapport, pas seulement au rapport, mais suite au rapport, est un pays qui commence à se trouver isolé dans ses pénalités, puisque je vois que mon pays, la France, a déjà déclaré officiellement qu'il ne suivait pas le Canada, qu'il n'était pas favorable à ces sanctions. Et la même chose quand on entend les déclarations des États-Unis. Ils ne démontent pas le Canada, mais ils se mettent en arrière. Donc le Canada se trouve isolé maintenant, grâce au rapport, mais aussi grâce à la presse aussi, la presse internationale, vous-même, qui ont fait public cette violation aux droits humains, puisque tout individu doit être considéré innocent jusqu'à ce qu'on prouve sa culpabilité. Ce n'est pas parce qu'on accuse un individu d'avoir fait X ou Y qu'on peut le pénaliser. Il faut prouver qu'il a fait X ou Y, et il faut qu'il soit condamné par un tribunal compétent. Et ça, c'est les droits humains, et ici, il y a violation des droits humains. Nous, on ne se prononce pas sur les faits. Chacun a son impression, chacun a son idée. Mais on ne se prononce pas sur les faits. On se prononce sur le fait qu'il n'y a pas eu un jugement, qu'il n'y a pas eu un chef d'accusation, et que les personnes n'ont pas eu le droit légitime que tout être humain doit avoir sur cette planète à se défendre avant d'être pénalisé. Ça, c'est des éléments très précis, très carrés. Les droits humains des personnes que nous avons pu interviewer et personnes que nous avons pu étudier le dossier ont été violés, et nous, on l'a signalé au commissariat des Nations Unies pour qu'il se prononce. Enfin, il a déjà validé notre dossier, donc il s'est déjà prononcé. Et maintenant, on attend la réponse du Canada, qui devrait venir dans les jours qui viennent. Monsieur Greenblatt, vous dénoncez la violation du côté du Canada d'un ensemble de principes. Nous citons droit de dialoguer avec les victimes affectées, droit de défense, juste procès judiciaire, entre autres. Mais quel regard vous portez sur la justice haïtienne, étant jusque-là muette sur la question? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, puisque vous me posez une question. Je parle à la radio haïtienne et je ne suis pas citoyen haïtien. Et de même que je peux me prononcer sur la justice française, mais je ne peux pas me prononcer sur la justice d'un pays qui n'est pas le mien. Ceci étant dit, Haïti est un pays que, par son histoire, par ses difficultés depuis plus de siècles, c'est un pays que j'aime énormément. Mais là, je vous parle en tant qu'individu, je vous parle pas au niveau de la fondation. C'est un pays que j'aime beaucoup. Les gens, les Haïtiens, c'est des gens que j'aime beaucoup, des gens que j'admire. Vous avez énormément souffert tout au long de votre histoire pour diverses raisons. Depuis les origines de votre pays, et croyez-moi que vous parlez avec quelqu'un qui admire les gens de votre pays. Donc, est-ce que dans le cadre de votre travail en Haïti, est-ce que vous n'aviez pas rencontré des autorités haïtiennes? Nous n'avons pas rencontré des autorités haïtiennes, puisque dans le cadre de notre enquête, le gouvernement haïtien ne faisait pas partie de notre échantillon, disons. Notre échantillon, c'était les victimes, les organisations de droits
humains haïtiennes. On a interviewé la police, on a interviewé des organismes qui agissent contre le désarmement, pardon, pour le désarmement. On a interviewé des personnes de la presse internationale et on a voulu interviewer le Canada. Ils n'ont pas voulu. Maintenant, c'est eux qui veulent nous rencontrer au plus vite avant de répondre au rapport. Alors, et pourquoi vous avez décidé d'exclure le gouvernement dans le cadre de votre travail? Parce que dans les décisions du Canada, il est nullement signalé le gouvernement d'Haïti. Nous, on voulait étudier ou enquêter sur les violations des droits humains vis-à-vis des personnes haïtiennes. On n'a pas d'antécédents comme quoi le gouvernement aurait été mêlé dans cette histoire, le gouvernement ou des personnalités haïtiennes. C'est des citoyens haïtiens qui ont été frappés par des sanctions venant d'une puissance étrangère en violation de tout le droit international. Et ça, pour nous, ce n'est pas admissible. On a enquêté, on a prouvé que le gouvernement canadien a violé les droits humains avec les personnes de la liste, mais on n'est pas allé enquêter sur le gouvernement haïtien. Mais, conseiller Gloulat, vous avez questionné combien de victimes dans le cadre de cette enquête? Toutes les victimes qui ont accepté d'être interviewées. Je n'ai pas le numéro en tête. Et pouvez-vous toutes les victimes qui ont accepté quelques-unes. Pouvez-vous nous citer quelques noms? Bon, spécifiquement, on a interviewé 2 personnes qui sont dans la liste, 2 anciens premiers ministres, qui sont nos cas principaux, disons, puisque on a eu des échanges avec eux, on a vu des documents, on a pu leur poser librement toutes nos questions, et il s'agit de Jean-Henri Séan et Laurent Lamotte. Alors, il y a un accent particulier qui a été mis sur 2 anciens premiers ministres dans le cadre de votre travail, Jean-Henri Séan et Laurent Lamotte. Pourquoi ces 2-là, alors que les sanctions concernent plus d'une quarantaine de personnes? Sûrement, mais vous savez, quand on fait une enquête, moi je dirige de recherche en Sorbonne, quand on fait une enquête, il faut se créer un échantillon, et pour créer un échantillon, il y a des méthodes scientifiques qui permettent de le faire, et croyez-moi, et ça je peux vous le garantir, parce que j'étais là, et j'ai quand même plus de 40 ans d'expérience dans une université comme la Sorbonne pour fixer des échantillons, et tous les pas et toutes les mesures ont été prises pour avoir un échantillon aussi représentatif que possible, en excluant bien sûr les personnes qui n'ont pas voulu nous accueillir pour répondre à nos questions. Donc notre échantillonnage est scientifiquement sélectionné et suivant les méthodes académiques que je personnellement, moi, mais aussi d'autres membres de la Fondation avons appliqué au pied de la lettre. Alors, M. Grimbat, est-ce que c'est cette raison qui a fait que l'enquête est portée, je dirais, exclusivement sur les sanctions canadiennes, alors qu'il y a d'autres pays qui ont sanctionné? C'est le cas des États-Unis, par exemple, qui ont sanctionné plusieurs personnalités politiques, dont 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Il y a également des citoyens. Donc maintenant, c'est ça le constat. Et il y a même des observateurs qui se questionnent et se questionnent encore sur ce focus qui est mis sur exclusivement les sanctions canadiennes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui questionnent cette méthodologie
il y a même certaines gens qui arrivent à dire que bon, c'est une méthodologie partisane, partiale. Qu'est-ce que vous pouvez en fait répondre à ces gens-là? Oui, bien sûr. Il faut dire là-dessus, il faut qu'on suive l'histoire des faits, des choses. Les États-Unis ont effectivement été partisans de ces sanctions et ils ont eux-mêmes constitué une liste de sanctions. Mais il y a très longtemps que les États-Unis ont fait un pas en arrière et publiquement et officiellement devant le Conseil de sécurité, il y a 2 ou 3 jours, les États-Unis ont nié toutes les sanctions que vous mentionnez. Maintenant, peut-être qu'elles existent. Ça ferait à ce moment-là la raison d'une autre enquête. Mais les États-Unis les ont nié ces sanctions auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a 2 ou 3 jours. Et de toute façon, les sanctions que les États-Unis voulaient à un moment appliquer ne se sont jamais réalisées d'après notre enquête. Maintenant, s'il existe quelqu'un qui dise « moi j'ai été sanctionné par les États-Unis », nous on ne l'a pas trouvé. Et le gouvernement américain nie avoir participé à des sanctions et a enlevé le soutien au Canada devant le Conseil de sécurité des États-Unis. Le Canada se trouve tout seul maintenant dans cette histoire. Entre autres choses, nous, on est aussi l'un des acteurs grâce au rapport donné aux Nations Unies. Mais même la France, et notamment l'ambassadeur français en Haïti, ont déclaré qu'ils n'appuyaient pas le Canada. D'une manière très diplomatique, bien sûr, mais la France a laissé tomber le Canada dans les sanctions. La France s'est déclarée contre les sanctions et les États-Unis, ils ont, d'après ce qu'ils disent, abandonné les sanctions qu'à un moment ils auraient voulu pratiquer. Alors, dans le travail de la Fondation Droits humains sans frontières, vous avez dit, et nous citons, M. Lamotte a plutôt travaillé contre les groupes armés mêlés à des séquestrations contre rançon. Avez-vous suffisamment de preuves pour étayer cette assertion? Non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les personnes interviewées par nous, dignes de toute crédibilité, par exemple le président d'un organisme des droits humains haïtien, qui est en liaison aussi avec la maison mère, disons, qui est la Fondation Balthazar Garçon. On a eu ses coordonnées et il nous a reçus parce que Balthazar Garçon a fait le contact. Il nous a donné cette information et aussi l'actuel chef de la police haïtienne nous a aussi donné cette information. Et donc, information. Moi, je peux pas. Je ne suis pas, bien sûr, la politique haïtienne au jour le jour, mais dans nos interviews, dans notre enquête, on a pu constater qu'un nombre important de personnes haïtiennes, de personnes qui nous sont crédibles, par le lien qu'ils ont avec des gens qui nous les ont présentés, et ces personnes nous ont affirmé que, effectivement, comme on le dit dans le rapport, que M. Séan a mené une politique sérieuse pour le désarmement et contre le groupe armé. Et M. Grimblatt, il y a des observateurs qui estiment que, en tout cas, les focus qui est mis uniquement sur les sanctions canadiennes décrédibilise le rapport présenté par la Fondation. En ce sens, qu'est-ce que vous pouvez en dire, M. Grimblatt? On n'arrivera jamais à ce que tout le monde soit d'accord avec nous. Ça, c'est difficile. Mais ce qui est prouvé dans le rapport, c'est que les droits humains des victimes ont été violés.
Et c'était le but du rapport, déterminer s'il y a eu violation ou non des droits humains, et le rapport conclut avec des preuves que effectivement il y a eu violation des droits humains des personnes, des victimes, non seulement ceux qu'on a interviewés, mais de toutes les victimes, puisque un pays n'a pas la possibilité, sauf s'il viole le droit international, notamment la résolution de 1948 qui parle à ce sujet des Nations Unies, ratifiée par le Canada, ratifiée par les États-Unis et ratifiée par Haïti aussi. Cette résolution de 1948 est claire dans la mesure où toute personne accusée d'un quelconque délit a droit à un jugement, à une défense et a droit à être considéré innocent jusqu'à ce que ce soit prouvé qu'il est coupable. Et c'est là la partie importante de notre rapport. Nous, on ne se prononce pas sur la politique haïtienne, c'est pas, d'ailleurs, on n'aurait pas le droit, puisqu'on n'est pas des nationaux, on ne se prononce pas sur la politique canadienne. On prouve dans le rapport que le gouvernement canadien a violé les droits humains des victimes. Et les Nations Unies prendront les mesures qui s'imposent, on est assez certain, mais une des preuves, c'est que les Nations Unies viennent de nommer une personne chargée, et une haute fonctionnaire, Maria Isabel Salvador, qui est équatorienne, qui va se rendre en Haïti dans les jours qui viennent. On a déjà eu une conversation avec elle ce matin, puisqu'elle nous a demandé un certain nombre de renseignements sur notre enquête. Et aussi, notre enquête a fait que le Canada maintenant veut nous rencontrer, et coïncidence ou pas, le gouvernement français, quelques jours après le rapport, s'est déclaré contre les sanctions, d'une manière diplomatique bien sûr, mais s'est déclaré contre les sanctions, et voire même les États-Unis se sont déclarés, ils ont déclaré qu'ils ne sont pas tout à fait pour les sanctions, et ont laissé le Canada tout seul dans cette affaire. Maintenant, il faut dire que pourquoi le Canada persiste, ça nous l'explique dans le rapport, parce que le Canada, il y a une chose qu'on oublie souvent. Vous, en Haïti, vous avez beaucoup de problèmes, je le sais. Et je vous dis, vous êtes un peuple que j'admire beaucoup. On peut s'étendre sur la question. Mais vous avez une république qui fonctionne, parfois ne fonctionne pas, qui a plein de problèmes, mais vous avez une république. Canada n'est pas une république. Vous savez que le système politique du Canada, c'est une monarchie. Canada est une monarchie. Il y a un roi. Il s'appelle Charles III. Canada a un roi. Et c'est pour ça que Canada a pu persister dans ces sanctions, parce que dans la Constitution, ça s'appelle les chartes, dans la Constitution du Royaume-Uni, il est écrit que le roi a le droit de sanctionner tout individu, quelle que soit sa nationalité, si le roi considère qu'il agit contre les intérêts de la couronne. Mais les sanctions ne sont pas signées par le roi, elles sont signées par un gouverneur. Ça n'a pas été signé par le roi, donc il y a deux anomalies. Premièrement, il n'y a pas eu de jugement où les personnes accusées pouvaient se défendre et être considérées innocents jusqu'à qu'on prouve qu'ils sont coupables. Ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, le Canada étant un royaume, le roi aurait pu signer ces sanctions. Mais ce n'est pas le cas. Nous, on a bien vu les sanctions, on a vu le décret, c'est signé par le gouverneur du Canada. Donc, même au niveau de la Constitution canadienne, ce n'est pas valable. L'une des choses que la Fondation veut
maintenant faire dans les jours ou les semaines qui viennent, mais j'espère que l'affaire se terminera avant. L'une des choses que nous voulons faire, c'est porter à la connaissance du roi du Commonwealth et que son nom a été utilisé pour établir des sanctions en son nom par l'une de ces colonies. Et vous êtes le premier pays qui a déclaré l'indépendance dans toute l'Amérique. Et ça, vous le savez. Vous êtes le premier pays. Le Canada n'a pas encore déclaré son indépendance. Le Canada est une colonie britannique. Et à ce titre, ils ont agi contre leur propre constitution et contre le droit international. Leur action est illégale, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau de la constitution canadienne. Et ça, nous, on le prouve dans notre rapport. Et c'est pour ça ils veulent maintenant nous rencontrer, parce que notre rapport est très solide. Nous, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de la politique interne haïtienne, nous, on parle de droit international. Et on accuse le Canada d'avoir agi contre le droit international avec des preuves. Et ça, c'est pour ça que les Nations Unies ont pris notre rapport avec beaucoup de sérieux. Et depuis le jour où on a mis le rapport à Genève, et croyez-moi qu'il se passe des choses. Il se passe des choses, entre autres des déclarations de certains pays qui ne s'étaient pas prononcés et qui se prononcent maintenant contre les sanctions. Comme la France, par exemple. Et c'était ça un peu mon souci, M. Greenblatt. J'allais dire que je comprends la pertinence de votre déclaration, mais le Canada n'est pas, c'est un pays comme tous les autres, et si il tient à violer les principes universels des droits de l'homme, et est-ce qu'il peut prendre le malin plaisir à violer les principes universels des droits de l'homme? C'est ça ma question. Oui, mais ça, mon cher ami, c'est de l'analyse politique. J'adore l'analyse politique, mais là, je représente une fondation, donc on ne peut pas la faire. Mais un jour, si on a l'occasion, on pourra analyser, pas maintenant, parce que je représente à votre antenne une fondation. Je ne me représente pas moi-même. Mais ça, c'est de l'analyse politique. Les faits sont que le Canada a violé les droits humains des victimes haïtiennes et que ceci a été prouvé devant le Haut Commissariat des Nations Unies et que ça commence à avoir de l'effet. Bon, et autre question, donc la Fondation des droits humains sans frontières a-t-elle conduit d'autres missions du même genre dans d'autres pays de la région? Si oui, et qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Nos résultats sont importants. Figurez-vous, je vais vous raconter quelque chose d'il y a quelques jours. Nous menions à la Fondation une enquête au Nicaragua sur les droits humains et nous avons prouvé donc qu'il y a violation des droits humains au Nicaragua et on a obtenu aussi par notre action que le gouvernement chilien, avec l'appui du Parlement chilien, donne la nationalité chilienne aux victimes au Nicaragua pour qu'ils puissent s'établir non pas en tant qu'immigrants, mais en tant que nationaux au Chili, s'ils le souhaitent et s'ils le désirent. Mais le gouvernement chilien a signé il y a 48 heures une loi comme quoi la liste des dissidents condamnés au Nicaragua peuvent demander automatiquement et l'obtenir la nationalité chilienne et à ce titre venir s'établir au Chili, ce qui a été accepté par le gouvernement nicaraguayen qui a dit qu'il pouvait quitter le pays et ne plus jamais retourner. Donc on va les avoir ici au Chili dans pas longtemps en tant que compatriotes et ils vont s'établir ici. On a aussi fait un travail très important dans le Sahara marocain
où il y a des atteintes aux droits de l'homme. Pour la part, on a accusé le gouvernement algérien et on a présenté notre rapport à la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous ai envoyé une photo là à ce sujet et on a aussi obtenu que les Nations Unies, dans ce cas pas le Conseil de sécurité mais l'Assemblée générale, se prononce et prennent des mesures pour que ces violations aux droits humains dans le Sahara marocain se terminent, s'arrêtent. C'est pas le Maroc qui est accusé, c'est l'Algérie. Et effectivement, on a obtenu que le monde condamne l'Algérie et qu'il y ait des mesures de prise. On a aussi travaillé avec les violations des droits de l'homme, tenez-vous bien, par la Légion étrangère française à Tombouctou, et aussi on a obtenu que la France retire les soldats de la Légion étrangère de Tombouctou. Maintenant, c'est les casques bleus des Nations Unies qui assurent l'ordre à Tombouctou, le temps que les choses se calment. Mais les casques bleus ne violent pas les droits humains, mais la Légion étrangère. C'est vrai qu'ils ont nettoyé la région des terroristes, mais d'un autre côté, la Légion étrangère a commis autant, sinon plus, de violations des droits humains que le groupe Boko Haram, qui était le groupe terroriste qui agissait dans cette région. Voilà quelques exemples, mais l'un des exemples les plus touchants, c'est l'exemple d'Argentine. Et on a rencontré les gens qu'on a aidés à retrouver, puisqu'il y a à un moment le gouvernement argentin, je parle d'il y a une trentaine ou quarantaine d'années, a vendu des bébés argentins en Europe. Et on a obtenu que les Nations Unies créent une mission pour retrouver ces bébés qui ne sont plus bébés, c'est maintenant des gens qui ont entre 30 et 40 ans, et beaucoup d'entre eux ont été retrouvés. Bon, ils avaient été vendus et adoptés par des familles européennes, donc ils avaient le nom de leur famille européenne, mais on les a fait venir en Argentine pour qu'ils rencontrent les familles biologiques, et on a créé des liens magnifiques, et ils ont été bien sûr dédommagés par l'actuel gouvernement argentin, puisqu'il y a eu violation de leurs droits tout en étant bébés, puisqu'ils ont été vendus. Maintenant, les droits humains s'appliquent de la minute de la naissance jusqu'à la minute de la mort. Et tous les individus de la Terre ont les droits humains ratifiés par l'Assemblée générale de 1948 des Nations Unies et par pratiquement tous les États de la Terre, y compris le Canada qui a signé et ratifié cette déclaration et qui est obligé de la respecter. Alors, tenant compte des travaux déjà réalisés et des résultats obtenus, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la dernière enquête menée en Haïti? On est très optimiste. On est très optimiste parce que le groupe d'avocats de la Fondation qui a rédigé la version finale du rapport a trouvé des arguments extrêmement solides. La preuve, c'est que le haut commissaire, M. Volker Turk, a été personnellement touché par ce rapport qui a été remis à main propre de son chef de cabinet. Il a été touché et qu'il a annoncé déjà pour dans 15 jours son voyage à Buenos Aires, puisqu'il y a à Buenos Aires un congrès des droits humains organisé par les Nations Unies, et il assistera et
il va nous rencontrer en tant que Fondation des droits humains. C'est déjà prévu qu'on ait une petite réunion avec lui, mais je suis certain que notre rapport aura des conséquences, et je pense qu'il a déjà des conséquences. Il aura des conséquences bien avant les 15 jours qui viennent, puisque des faits qu'on voit et qu'on ne voyait pas avant nous font penser que notre rapport, pas seulement notre rapport, mais notre rapport a été un apport énorme pour que les Nations Unies prennent ce problème haïtien, dont je vous dis, je ne peux pas avoir mon avis personnel public sur le problème haïtien, parce que moi je ne suis pas haïtien, mais sur les violations des droits de l'homme, bien sûr on se prononce, on s'est prononcé, et je suis extrêmement optimiste. Maintenant, pour la suite de tous les problèmes haïtiens, je vous fais confiance, chers amis, c'est à vous d'avancer et de les régler dans les meilleures conditions possibles. Et croyez-moi, vous êtes un peuple auquel je crois, et je suis certain que vous arriverez à retrouver l'équilibre, la paix et le bonheur pour tous les citoyens de votre beau pays. Conseiller Grimblat, vous dites à maintes reprises que votre rapport est solide. Il ferait même trembler le Canada. Et est-ce que, en ce sens, vous pensez qu'il sera possible que le Canada, en tout cas, se trouve dans une situation pour voir cette stratégie de sanctions vis-à-vis des personnalités politiques, économiques et autres en Haïti? Nul n'a le droit de sanctionner des personnalités dans notre pays, ça c'est jamais vu. Aucun pays n'a ce droit, et le Canada doit reculer. Maintenant, comme je vous dis, et j'ai la lettre, je peux vous l'envoyer, du Canada, du ministère des Affaires étrangères, qui refuse de nous recevoir, sans donner des raisons. Et maintenant, j'ai aussi le WhatsApp des autorités canadiennes qui nous demandent un rapide entretien. Et à bon entendeur. Salut. Donc le rapport de la Fondation a une force contraignante, on peut dire ça, et M. Grimblat. Des choses, pardon? Est-ce que le rapport d'enquête de la Fondation a une force contraignante, selon vous? Si le haut-commissaire demande, et à mon avis c'est déjà fait, puisque le Canada a déjà été contacté et convoqué auprès du bureau. Vous savez, chaque pays a un ambassadeur au Palais des Nations, où il y a le haut-commissariat à Genève, et le Canada a déjà été convoqué et déjà entendu. Nous n'avons pas encore accès à ce que le Canada a répondu, mais on l'aura dans quelques jours. Mais ce qu'on sait, c'est que aussitôt après que le Canada a été informé et qui a reçu une copie du rapport, ils veulent nous rencontrer. Et maintenant... Et de toute façon, nous, on n'accuse pas le Canada de violer les droits humains des personnes, des victimes qu'on connaît dans cette liste. On ne l'accuse pas, on prouve qu'ils ont violé les droits humains. C'est pas une accusation, c'est des preuves. Et c'est pour cela que le Canada a été convoqué par le haut-commissaire des droits humains. Et le rapport de cette réunion, je ne l'ai pas encore, mais je sais que le Canada a cherché maintes fois de nous contacter depuis 48 heures. Alors, et grosso modo, pour le grand public qui nous écoute là, en termes de suivi à cette étude, quelles sont les recommandations et demandes qui sont formulées au Conseil des droits de l'homme? Pour nous, c'est très clair. Le Canada doit, comme je vous dis, je ne connais pas pour le moment les termes de la réunion entre le haut-commissaire et l'ambassadeur canadien auprès du haut-commissariat, mais je l'imagine parce que je vous dis, nous on n'énonce pas, on trouve. Donc,
le Canada a dû certainement être contraint d'arrêter les sanctions. Si vous voulez mon avis personnel, les sanctions n'ont vraiment pas pour très longtemps. Maintenant, ça va pas se passer peut-être demain ou après-demain, mais les sanctions ont en ce moment une maladie mortelle, puisque deux pays comme la France et les États-Unis se sont déjà défilés publiquement, en disant que d'une manière très diplomatique, en disant qu'ils n'appuient pas le Canada dans ces sanctions. La France et les États-Unis. Et l'ambassadeur français, et ça vous le savez mieux que moi, l'ambassadeur français en Haïti a fait une déclaration dans ce sens, qui a été publiée dans la presse haïtienne et dans la presse française. Maintenant, la grande presse, vous savez, notre rapport a été d'une part communiqué et maintenant suivi par l'un des journaux les plus prestigieux du monde, je parle du monde diplomatique, et le monde diplomatique s'est intéressé à ce que nous on a fait, ils ont lu le rapport et ils sont eux-mêmes en train de prendre des informations et d'enquêter, mais ce qui est clair, c'est que le monde diplomatique déclare comme nous qu'il y a eu violation des droits humains. Alors, et pour l'histoire, M. Greenblatt, vous n'avez aucun lien avec ces deux personnalités et a été interrogé dans le cadre de ce travail? Non, bien sûr que je n'ai aucun lien et les gens de la Fondation non plus. Ils ont été contactés par la Fondation comme d'autres personnes. Et certains n'ont pas répondu, d'autres ont dit que non, qu'ils avaient leur propre défense dans la justice canadienne. Et nous avons été extrêmement bien accueillis par les deux personnes que vous venez de me demander, qui nous ont répondu à toutes nos questions, mais on ne les avait jamais vus auparavant et on n'avait aucun lien avec eux. Bon, voilà, mais c'est Greenblatt, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Ex-Libra aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Je voudrais envoyer un grand bonjour et des grandes salutations à ce peuple que, comme je vous dis, c'est le premier qui a déclaré son indépendance en Amérique, même avant les États-Unis. Et c'est un pays et une histoire que j'admire et que j'aime beaucoup. Donc, je vous souhaite que vous allez régler vos problèmes. Ça, c'est à vous de le faire. C'est pas à la Fondation. La Fondation voit les droits humains. J'espère que vous allez régler les problèmes qui vous accablent en ce moment, parce que vous méritez tous, vous tous, une vie meilleure, plus tranquille, et dans le développement à tous les niveaux de votre beau pays. Merci. Voilà, c'était Henri Greenblatt, donc docteur en sciences de la communication, et aux affaires internationales et de la Fondation Droits Humains Sans Frontières, cet organisme de droits humains, alors défense des droits humains, qui a mené une enquête sur les sanctionnés, donc haïtiens. Donc la spécificité c'est que donc cette enquête portait sur